toujours dans le contexte asiatique, je trouve une particularité qui est commune dans les deux pays, c'est la rapidité d'adoption de la technologie. Hmm. Beaucoup plus que Euh, chez nous en Europe. Ok. beaucoup plus que chez nous. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'accueille Benoît Anger. Benoît, bonjour et merci Bonjour. d'être là. Benoît est Head of Product chez Pluxee, qui est une filiale du groupe Sodexo. Tu vas nous expliquer, je pense, tout ça, Benoît. Et du coup, je prends juste quelques petites secondes, déjà en premier lieu, pour te remercier d'être présent et d'avoir accepté mon invitation. C'est très chouette de t'avoir parmi nous. Donc, un grand merci. Et évidemment, tu vas nous expliquer ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à être Head of Product d'une partie, de la totalité. Ça aussi, tu vas nous expliquer des produits digitaux de Pluxee. Je te laisse évidemment, dans un premier temps, te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es. Ouais, et ben merci pour l'invitation, ravi d'être là. Donc comme tu disais, moi c'est Benoît, je suis Head of Product sur une des plateformes de Pluxee. Donc Pluxee, filiale du groupe Sodexo. Chez Pluxee, on aide les entreprises à retenir leurs employés. On gère la partie avantages sociaux. Ce qui est le plus connu, c'est tout ce qui est les avantages pour la pause déjeuner. Qui est restaurant. Exactement. Il y a d'autres choses qui sont un peu moins connues, mais ça peut être du transport, de la garde d'enfants. On a une palette de 10, 15, 20 différents bénéfices suivant les pays également et suivant les contextes. Le Pluxee, donc on est présent dans une trentaine de pays, à peu près 5000 employés, et on sert 500 000 clients. Donc les clients pour nous, sont des entreprises. Par cet intermédiaire, on sert également 36 millions d'employés, de consommateurs, et également 1,7 million de marchands, les restaurants, les supermarchés dans lesquels les employés vont pouvoir utiliser les bénéfices qu'ils ont. Voilà, et donc moi je suis Head of Product sur une des plateformes du groupe qui est active sur 4-5 pays du groupe en Europe et en Asie. Une plateforme end-to-end qui gère donc les différents stakeholders, les clients, donc la persona DRH pour qu'ils puissent ajouter des employés, commander les avantages pour leurs employés, qui gère les consommateurs et également les marchands, avec du back-end et avec du front-end. Donc il y a suivant les personas du web et ou des applications. Voilà. Et donc pour revenir un peu sur mon parcours, donc moi ça fait à peu près 1 an que je suis chez Pluxee. On est sur, je pense effectivement une organisation du produit à l'échelle. La plateforme sur laquelle je travaille, on a à peu près une dizaine de squads. Avant ça, j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé dans le monde bancaire pendant 5-6 ans. J'ai fait ensuite du conseil pendant également 5-6 ans. Et je suis arrivé dans la tech, ça fait maintenant 8 ans, je crois, avec un parcours dans 2 startups et 2 grands comptes, dont Pluxee dernier. Ok, et qu'est-ce qui t'a déjà amené dans la tech? Parce que on n'est pas quand même 1 milliard d'individus à faire de la tech et du produit depuis plusieurs années, et qui t'a fait bifurquer derrière sur du produit. Qu'est-ce qui peut-être t'a plu dans ce monde-là? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que c'est un métier dans lequel tu te plais? Voilà, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce que tu t'apportes dans ton quotidien là-dessus? Alors le tournant pour moi, c'est en 2015. En 2015, j'étais dans le conseil depuis déjà 2-3 ans et dans un cabinet de conseil allemand qui avait des bureaux en Chine. Je pars en Chine et c'est le début de WeChat Pay, Alipay, toute la révolution du paiement en Chine. Je reste 2 ans en Chine et je vois sous mes yeux, je dirais, la disparition du cash. Un pays qui avait une grosse culture de cash. Je faisais du conseil dans le secteur bancaire sur le segment des PME
Et donc toutes ces PME allaient gérer beaucoup de cash pour leurs encaissements, etc. Et je vois vraiment de l'intérieur cette évolution qui se fait. Et en parallèle de ces fintechs très connus comme WeChat Pay, Alipay, etc., tout un tas d'autres fintechs qui se développent, etc. Et je vois vraiment le pouvoir disruptif de la technologie, mais en même temps tous les use cases que ça arrive à résoudre. Et donc je m'intéresse de plus en plus à ça. Je tombe sur Lean Startup, Le bouquin? le bouquin. Je pense que c'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement dans ma vie. Et ça me saute un petit peu comme une évidence que j'ai vraiment envie d'aller dans ce monde de la tech et vraiment dans ces approches produits, dans ces approches d'expérimentation, etc. Ce qui t'a plu du coup dans Lean Startup, c'est l'aspect expérimental, test and Ouais, learn. complètement. Et donc dans ma carrière en consulting dans le secteur bancaire, j'avais participé à des projets IT beaucoup plus en mode waterfall, etc. Et donc c'était un peu pour moi la découverte de d'autres méthodologies et ça m'a beaucoup plu. Et donc après, on passe pas du monde du conseil au product du jour au lendemain. Donc je dirais que c'était un parcours avec un objectif assez clair d'aller dans le produit, mais en plusieurs étapes. Donc je suis rentré par l'aspect financier de la tech dans une fintech, startup super early stage. J'avais aussi envie de voir d'autres types de structures, parce qu'après avoir travaillé dans le monde des bancaires, et conseils dans le secteur bancaire que des corporates, j'étais aussi intéressé par voir des structures plus petites. Donc voilà, c'est un peu l'extrême. J'étais parmi les 10 premiers employés de cette startup. Je suis sur un rôle qui est plutôt en ligne par rapport à ce que je faisais avant, où je suis encore sur du business développement, voilà, du métier. Mais en même temps, tout début, on avait à peine les premiers clients, donc je travaille beaucoup évidemment sur le product market fit. En plein au cœur de la tech, je participe beaucoup au développement d'un deuxième produit. Et puis je continue un peu ma progression vers le produit. Donc je rejoins après une deuxième startup à peu près au même stade, où je travaille sur le growth, avec beaucoup d'expérimentation. Donc on a même été jusqu'à tester, je me rappelle, l'envoi de la prospection par courrier. Et donc on a travaillé sur les parcours, sur tout le funnel d'acquisition, en vraiment expérimentant, voyant ce qui marche pas, etc., pour vraiment trouver le growth engine dans cette boîte-là. Et puis ensuite retour en France au tout début du Covid, et là sur un poste plus product development, dans un groupe qui s'appelle Baobab, donc premier grand compte, contexte assez différent, organisé de manière assez traditionnelle, plutôt en cycle en V, pas vraiment d'équipe de product management. Et donc je commence sur du product development, sur un rôle d'innovation. On lance les premiers produits et de manière assez naturelle, du coup, on arrive plus sur un contexte de product management, à gérer un portefeuille de produits digitaux. Ok, et du coup, si je comprends bien, donc tu es passé plutôt de métier technique, mais dans un aspect commercial, market, pour petit à petit bifurquer dans le produit, hein, dis-moi si je me Ouais, trompe. c'est ça. Ouais. Ok, et du coup, parce que moi je vois pas mal de product managers, product leaders, et souvent ils ont un vernis. Est-ce que du coup tu as plus un vernis business, si je comprends bien, ou parce qu'on voit des vernis techniques, des vernis voilà, plus métier, sinon. Complètement, ouais, un vernis business. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que t'apporte, tu vois, ce passif dans ton métier aujourd'hui? Alors, je pense que ça m'apporte beaucoup sur le pilier business viabilité du produit, les aspects de vraiment aller chercher des objectifs commerciaux, du revenu ou de la rentabilité, etc. Je pense que mon parcours dans le conseil, ça m'a également apporté en termes d'analyse, de problem solving, et de recherche aussi dans une certaine mesure. Donc je pense vraiment effectivement plus un vernis business. Après, ne venant pas de la tech et ayant cet objectif, je me suis aussi formé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne qui existent, et j'ai fait dans le digital marketing, dans tout ce qui est méthodologie, produit, de l'agilité, etc. Voilà. J'ai même fait une licence en informatique pour Chouette. voir un petit peu le cœur de ce que font les devs et comprendre un petit peu mieux leur perspective, sans prétention d'avoir le côté technique, mais pour un peu cette acculturation. Ok, super intéressant. J'ai deux questions par rapport à ton parcours parce que c'est très riche et c'est très varié. La première, tu as dit que tu avais fait du grand compte, notamment dans le consulting. Tu es passé
des startups. Du coup, pourquoi ce retour chez Plexi dans un monde de grands comptes voilà, quel a été ton arbitrage là-dessus? Alors, les grands comptes, je trouve qu'il y a des aspects très intéressants euh, qui sont d'une manière ou d'une autre tous liés à la taille, mais quand on fait du produit dans du grand compte, on a des impacts qui sont tout de suite vraiment énormes. Euh, c'est un nombre très important d'utilisateurs qui sont impactés. Dans les grands comptes, quand il y a les ambitions, il y a les moyens. Effectivement. Et il y a également toute une diversité de projets, produits sur lesquels on peut apprendre ou bifurquer si on a des ambitions ou des préférences un petit peu différentes. Donc ça, c'est ce qui m'attire effectivement dans les grands comptes. Ouais. Ok, un autre aspect qui tient ma curiosité, que je peux pas faire avec tous mes invités, mais qui est du coup lié à ton parcours, tu as fait beaucoup d'international, notamment en Chine. Est-ce que tu as vu un aspect culturel lié à la tech, et que ou tu même t'as redécouvert peut-être en France après tout ton parcours à l'international? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as des guidelines à donner ou des idées? Parce que je trouve que c'est un axe intéressant. Tu vois, l'aspect culturel, l'UX peut être très différente, la façon de l'usage peut aussi beaucoup varier, je pense, et même peut-être le rapport à la consommation et à la consommation numérique. Donc, preneur de quelques enseignements ou quelques peut-être rapports d'étonnement que tu as pu avoir sur le sujet. Effectivement, hein, le monde de la tech en Chine et dans le monde occidental est très différent. Mm. En Chine, l'environnement technologique et l'écosystème est déjà très différent. C'est pas du tout les mêmes acteurs, vraiment dominés par les WeChat etc. WeChat, ils vont tellement loin. Donc WeChat, c'est au départ un service de messaging, hein, un peu comme WhatsApp, sur lequel il y a une multitude de use cases qui ont été développés, le paiement. Euh, mais ils servent un peu aujourd'hui de super app et d'operating system. Donc il y a des mini apps qui se développent sur WeChat. Juste un exemple parmi d'autres, c'est un écosystème. Ouais. Donc l'environnement technologique est complètement différent. Les stacks sont complètement différents. Le rapport à la technologie est également différent. Le plus évident, c'est le rapport par rapport à tout ce qui est privacy. Les, dans l'environnement chinois, il y a beaucoup moins cette sensibilité par rapport à la protection de ces données personnelles. Le produit me donne un bénéfice d'une manière ou d'une autre, mais données de toute façon Sont sont utilisés par l'État. voilà. Et donc il y a beaucoup moins de considération par rapport à ça côté utilisateur. Évidemment, contrainte aussi technique côté métier. Ouais. Et le dernier point que je mentionnerais, je trouve, alors ça, c'est vrai, je trouve au-delà de la Chine également. J'ai travaillé en Singapour, donc, toujours dans le contexte asiatique. Je trouve une particularité qui est commune dans les deux pays, c'est la rapidité d'adoption de la technologie. Hmm. Beaucoup plus que chez nous en Europe. Beaucoup plus que chez nous. Et je pense que le WeChat Pay est un très bon exemple. Ça a été à une vitesse énorme pour vraiment dématérialiser le cash dans le pays. Et c'est un changement vraiment fondamental dans l'économie qui est arrivé à une vitesse extrêmement rapide. Peut-être pour revenir à l'actualité, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir ben, ton quotidien de head of product, du coup, dans un grand compte, dans une grosse société. Et du coup, bah, évidemment, avec le prisme Pluxee, ça veut dire quoi? C'est quoi, voilà, ton quotidien, tes challenges, tes défis? Alors si je fais un peu aussi le parallèle hein, par rapport au monde des startups que j'ai aussi pu connaître, je pense que les points de différence assez évidents sont évidemment liés à la taille, hein, les structures et les process sont différents. Bien sûr. Il y a des contextes très différents. En grand compte, il y a forcément une multitude de stakeholders et des rôles qui sont en général aussi très spécialisés. Il y a des process bien établis, il y a des systèmes de décision bien établis. Une des différences par rapport aux startups, c'est également tout ce qui est la gestion des dépendances. Il y a beaucoup plus ce genre de considération dans un environnement grand compte parce que plus complexe par rapport à la taille, plus d'équipes, etc. Voilà, donc ça, je pense, c'est les points qui sautent un petit peu aux yeux. Après, moi, il y a aussi d'autres choses qui m'ont marqué quand je suis passé des startups au grand compte.
Euh, un des points, je trouve qu'on retrouve, et un des challenges dans les grands comptes, c'est qu'on se retrouve assez souvent au final dans des situations un peu de innovation dilemma, où on va lancer un modèle qui vient un petit peu cannibaliser un autre, ou alors on va automatiser quelque chose qui va impacter une équipe, et qui sont des problématiques pas évidentes à gérer, et qu'on retrouve pas dans les startups en général, parce qu'on lance un produit, donc on est en pleine croissance, et donc ça c'est une des problématiques assez particulières, je trouve, aux grands comptes. C'est super intéressant, cette histoire de cannibalisation slash innovation. Comment, toi, du coup, voilà, j'imagine que t'es vigilant là-dessus, t'es un garde-fou. Voilà, comment vous prenez le sujet, comment tu te dis, j'arrive à innover, je recrée pas sur de l'existant, pour justement peut-être cannibaliser une de mes solutions ou un historique. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est de construire avec les équipes qui vont être impactées par le changement. Euh, et donc de repenser les approches avec ces équipes-là le plus tôt possible pour les embarquer, pour avoir toutes leurs connaissances aussi, parce qu'en général, il y a plein de choses qu'ils connaissent, et pour aussi après avoir une meilleure adoption. Je pense qu'il y a un deuxième point, c'est également de laisser vraiment une part à la décision humaine, et donc de pas automatiser non plus forcément à 100% et laisser un peu des garde-fous ou des vétos. Chez Baobab, le précédent groupe dans lequel j'étais, on était dans le financement des PME. Notamment un des points clés quand on passait sur de l'automatisation de décision, c'était de se servir plus de l'automatisation pour une pré-décision et laisser un facteur humain pour prendre une décision finale, ou alors avoir un droit de veto. Et ce qui permet d'avoir une bien meilleure acceptation de la technologie dans les process actuels et dans les équipes actuelles. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, presque l'inverse de trade dataisé ou le sujet. Après, c'est peut-être que l'un va pas sans l'autre, mais Oui, je pense que l'un va pas sans l'autre, mais je pense, je prends comme approche d'utiliser la technologie au maximum, tout en laissant l'intelligence humaine comme décisionnaire final. Okay, super intéressant. Moi, je trouve ça passionnant, l'aspect même psychologique et tout qu'on peut avoir dans nos prises de décision. Si on recentre sur la discipline du product management, je serais surpris que tu me dises que tu appliques du product management by the book. Donc justement, comment tu fais vivre le produit? C'est quoi le produit et la discipline du produit chez Sodexo et plus particulièrement chez Pluxee? Et quelque part, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous êtes organisé aussi? Je pense que ça permettra de comprendre tout ça. Oui. Alors sur la plateforme sur laquelle je travaille, on est organisé en SAFe. Ok. Avec une application stricte du framework? Avec une application assez stricte du framework. Ok. Alors je pense que le SAFe est extrêmement utile pour gérer les dépendances. Bien sûr. Et synchroniser les équipes. Synchroniser les équipes, gérer les dépendances, les moments de planification entre toutes les équipes pour pouvoir interagir, etc. Aide vraiment. Ensuite, la cadence pour pouvoir suivre ça, avoir des syncs assez réguliers, etc. permet vraiment une bonne gestion de ces dépendances. Et dans les grands comptes, comme on a parlé, c'est vraiment un point clé. Je pense que les challenges qu'on a par rapport je dirais un deuxième avantage avant ça qui nous a vraiment aidé chez Pluxee. La plateforme sur laquelle je travaille est globalement une organisation assez nouvelle, et donc quand on a mis en place cette organisation, il y avait évidemment beaucoup de questions sur les ways of working, d'implémenter un schéma existant, en ajustant évidemment par rapport à nos besoins, nous a permis d'aller extrêmement vite, d'en trouver les bons moyens de collaborer. Ok, ça vous a fait gagner du temps. Ça nous a fait gagner du temps. On avait un schéma qu'on a customisé et ça nous a permis d'aller très vite pour monter cette organisation. Ok. Si je reviens ensuite après sur les limites du SAFe, je pense que alors, nous, un des challenges sur lesquels on est encore en train de travailler, c'est sur la formule de priorisation. Parce que quoi, il y a un système de multi-demande, j'imagine, ou c'est vraiment de la priorisation par équipe Non, plus la priorisation au niveau du train, donc en utilisant la management. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que donc on a notre formule avec des critères qui ont du sens, où on a de la valeur business, où on a de la valeur utilisateur, on a de la valeur stratégique.
Après, on voit qu'on a aussi des priorités qui sont des fois aussi un petit peu des contraintes qui arrivent d'ici ou de là. Et comment est-ce qu'on met ça dans cette priorisation? Ça fait partie des challenges qu'on a. Et donc cette formule de priorisation, c'est aussi quelque chose je pense, sur lequel on travaille encore. Ok, intéressant. Et du coup, Safe, c'est beaucoup, mais tu vas me dire peut-être que je me trompe, sur le delivery, sur les aspects peut-être amont, discovery, comment vous fonctionnez, est-ce que vous avez une manière de le traiter? Peut-être aussi les aspects aval, amélioration continue, mesure de la data, de la perf, t'en parlais, c'était un peu ton passé, j'ai l'impression. Donc, sur cet aspect-là, comment vous le traitez et comment peut-être ça s'encapsule dans une démarche produit de bout en bout? Alors effectivement, Safe, c'est beaucoup sur le delivery, hein, beaucoup moins sur discovery, beaucoup moins sur le continuous learning. Euh, Chez nous, c'est des aspects sur lesquels on est encore beaucoup en train de travailler. Ok. Comme j'expliquais, organisation assez nouvelle. Notre principal point de départ, C'est comment est-ce que le delivery fonctionne. Et donc, le sujet du discovery a pas été traité entièrement dès le début, Ok. clairement. Et donc, l'approche qu'on a eue, c'était mettre en place le safe, l'optimiser. On a beaucoup travaillé notamment sur le rôle des Scrum Masters Mhm. et pour pouvoir justement libérer du temps aux PO, aux Product Managers, pour pouvoir travailler sur les aspects de discovery, pour pouvoir les travailler sur les aspects de data, d'analytics et rentrer dans la boucle de build, measure and learn. Et donc nos process vraiment de discovery, on est en plein travail pour les retravailler. Je pense que les points clés sur lesquels on voit qu'on a de l'amélioration à faire, c'est comment être plus en contact avec nos utilisateurs. Euh, je pense que c'est aussi un des aspects dans les grands groupes où du fait de la taille des organisations, dans des équipes product globales, on est au final assez loin d'utilisateurs dans les pays. Il y a différents échelons entre nous. Et donc avoir cet accès direct est quelque chose qui est pas évident. Donc ça, c'est une des problématiques sur lesquelles on travaille. Après, c'est également trouver le bon équilibre entre travailler en amont sur des opportunités ou des problèmes, mais en même temps en ayant un time to market qui n'est pas non plus trop long. C'est l'enjeu de l'équilibre. Mm. Très intéressant. Et une fois que tu as tes rôles qui ont bien été consolidés, etc., et tu as tes équipes qui délivrent là-dessus, comment, tu parlais de Safe pour la synchronisation, mais comment tu les découpes et quel découpage tu mets en place? Tu disais aussi que c'était un enjeu fort chez vous pour avoir une orga cohérente qui puisse délivrer à une échelle quand même importante et multi-équipe. Du coup. Alors, l'enjeu du découpage pour nous, ça a été surtout, et c'est encore sur le découpage des équipes de dev. Ah oui. Euh, on est actuellement sur une organisation un petit peu hybride, mais qui est globalement sur des composants techniques. Du Une approche par composant, front-end, du coup. Ok. ouais, Du exactement. back, découpage du Exactement. back. J'imagine. Avec la particularité qu'on a quand même réussi, parce que c'est une grande équipe, à spécialiser les front-end, par exemple, sur un type de stakeholder, Ok. donc les clients, les Ah oui, donc quand marchands, même il y a ou une les, approche user, ok. euh, et qui était une très bonne approche pour le début de cette organisation, mais où on voit aussi un peu les limites aujourd'hui. Et la limite, c'est que on a énormément de features qui vont impacter plusieurs équipes. Et si on regarde un peu de manière pragmatique, ce qui se passe, c'est que au cours d'un quarter, au cours d'un PI, il y a un peu des équipes, des feature teams qui se créent de manière un peu ad hoc parce que un ingénieur de telle équipe va travailler avec celui-là pour cette feature, etc. Évidemment, ils ont de la synchronisation, etc. Et donc on crée un petit peu ces structures ad hoc et on a toutes ces dépendances entre les équipes qui sont difficiles à gérer. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus le coût de cette collaboration. Donc on se pose des questions sur un redécoupage qui pourrait être différent, plus organisé sur du value stream ou sur des features. Ok, intéressant, intéressant. Donc un pivot presque plus technique, technologique sur le découpage d'équipe. Oui, un pivot qui serait plus sur la possibilité vraiment pour une équipe de délivrer Délivrer ses end-to-end features, ouais, de ses bout en bout. features. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ok, excellent. Tu nous expliquais, on revient un peu à Pluxee, un métier du coup des avantages sociaux. Tu disais qu'ils étaient nombreux, plus ou moins connus. Si je ne m'abuse, c'est du B2B2C ou B2B parfois peut-être.
Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu vois des spécificités, à la fois sur le métier, le traitement des avantages? J'imagine que c'est régulé aussi par les pays, peut-être, ce que vous affrontez en termes de marché. Et voilà, est-ce que même le B2B2C, tu y vois un impact, des spécificités et des bonnes pratiques peut-être dédiées à ce monde-là? Alors effectivement, on est en B2B avec Ok. nos clients, on Mhm. est en B2B avec nos marchands, Mhm. on est en B2B2C avec les employés. Mhm. Et donc ça en fait une grosse particularité, parce qu'on a vraiment ces stakeholders Multiples. ouais, multiples qu'on essaye de servir au mieux. Euh, le rebranding, donc on était Sodexo Benefits and Rewards and Services. On a lancé la marque Pluxee au niveau global il y a maintenant quelques mois, au mois de juin. Clairement, une des orientations, c'est de s'adresser plus aux consommateurs, aux employés, d'en faire une marque plus dynamique, plus digitale, plus à notre image d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Pluxee, on vient d'un monde où on donnait aux employés essentiellement Les des petits carnets. chèques cadeaux, voilà, des chèques Ouais, les chèques cadeaux, ouais, bien déjeuner sûr. ou enfin, Ah ouais, du papier. On est aujourd'hui complètement digital. bien sûr. Et donc les enjeux pour nous, un des premiers enjeux dans le contexte actuel, c'est l'implémentation de cette nouvelle marque sur nos touchpoints digitaux. Également, je pense, comment est-ce qu'on va le faire vivre, comment est-ce qu'on va faire évoluer. On vient de lancer les premiers touchpoints et donc on va forcément avoir de l'itération à faire là-dessus, comment vivre notre nouveau design système également. Un autre enjeu pour nous, c'est effectivement sur les avantages. On est très connu sur la partie déjeuner et comme je disais en introduction, on fait beaucoup plus que ça. Et donc, comment est-ce que on arrive à montrer aux utilisateurs, que ce soit clients, que ce soit utilisateurs finaux, les employés, la palette d'avantages auxquels ils peuvent avoir accès. Ça, c'est un des enjeux assez forts. Et je dirais, notre dernier enjeu est plus sur la partie process, où historiquement, quand on s'est digitalisé, on a essentiellement mappé des process non digitaux en digital. Et on est à un niveau aujourd'hui de maturité où on se dit plus comment est-ce qu'un process fonctionnerait si on devait le redesigner en étant digital natif. Voilà. Et là, tu vois des impacts. Tu penses que ça va modifier la façon de voir le métier en profondeur? Je pense que oui, ça peut vraiment ça peut modifier vraiment cette façon de voir les choses. On a vu aussi certains concurrents, des startups qui sont entrés avec une perspective complètement différente sur le marché. Avec la feuille blanche. Avec la feuille blanche, exactement. Ouais. Et qui apporte des cas d'usage assez intéressants, qui ne correspondent pas forcément non plus à 100% des cas auxquels on a à faire face avec notamment nos clients. Ce qui est souvent apporté quand il y a une refonte globale, c'est de la simplicité. Et en B2B, il y a parfois besoin aussi de process qui sont complexes pour pouvoir aussi aller avec l'organisation du côté de nos clients, leur niveau d'approbation, de validation, etc. Et on a une complexité qui est parfois, souvent, justifiée également par rapport aux besoins de nos clients. Et justement, peut-être pour la fin, une des questions qui me vient, qui est, je pense, assez intéressante, on n'a pas abordé ce sujet, mais en discutant, ça me vient tout de suite à l'esprit, c'est, j'ai l'impression aussi que vous avez du coup beaucoup de donneurs d'ordre potentiels que vous adressez, j'imagine le directeur des finances, la DRH, etc. Et également parfois des end-users qui vont pas être vos clients, in fine, comme tu disais, les employés. Comment tu gères, tu parlais tout à l'heure de logique de priorisation par la valeur, mais comment tu gères des demandes qui peuvent être symétriques, parfois asymétriques, différentes, voilà, opposables entre tous ces stakeholders qui, in fine, vont plus ou moins valoriser la qualité de ton produit ou l'achat ou le réachat. On revient un peu sur tous les enjeux de la priorisation dont je parlais et toute la complexité par rapport à cette priorisation. Je dirais les deux clés par lesquelles on gère ça. Un, c'est par rapport à la structure de notre squad. Comme j'expliquais, il y a une logique de stakeholder derrière. Donc, comme on a des capacités allouées pour les clients, pour les consommateurs, pour les marchands, ça nous donne déjà cette certaine priorisation parce qu'on a de la capacité à ce niveau-là.
La deuxième chose, c'est on a quand même aussi beaucoup de features qui vont toucher plusieurs utilisateurs. C'est assez rare finalement qu'on ait une feature qui touche uniquement un utilisateur. Et donc, on voit les bénéfices de plusieurs côtés. Là, aujourd'hui, est-ce que tu vois des tendances dans le domaine du produit ou des pratiques qui attirent ta curiosité, où tu te dis, tiens, ça challengerait bien mon orga, ma team, mes teams Alors, dans le monde du produit, je pense qu'il y a énormément de conversations aujourd'hui sur le rôle du produit, les rôles dans le produit. Donc ça, c'est une conversation effectivement que je suis, et je pense que c'est des questions qui sont légitimes. Les rôles se sont énormément spécialisés dans le produit, dans le digital. Les organisations ont aussi beaucoup grandi, et c'est des questions légitimes de se demander comment organiser tout ça au mieux. Deuxième trend, je pense, je vais pas faire très original, mais c'est l'AI. Je pense que OpenAI a réveillé un petit peu tout le monde l'année dernière avec les LLMs. Je vois beaucoup d'expérimentations, y compris dans des grands comptes, sur des use cases, sur comment utiliser l'AI au service des produits. C'est un point que vous expérimentez justement Encore assez peu chez Pluxee. Mais dans le monde du produit, ce que je vois un petit peu moins, où je suis assez curieux, c'est assez peu de conversations autour de comment est-ce que ces outils changent aussi la manière de faire du produit. Il y a plein d'outils qui sont en train de se créer pour aider les product managers ou les designers de près ou de loin dans le product. Quel va être l'impact, quels sont les usages qu'on peut en faire, etc. Je trouve qu'il y a un peu moins de conversation par rapport à ça. Ok, excellent. Peut-être une question un petit peu plus personnelle pour la fin. Tu m'as parlé d'un ou deux livres qui te plaisaient ou qui t'avaient passionné ou qui t'avaient fait tilt dans ta carrière. Aujourd'hui, en tant que Head of Product, comment tu mènes ta veille, comment tu te réinspires, voilà, peut-être qu'est-ce que tu lis, voilà, sur ces sujets. Ça peut être parfois peut-être des choses aussi très différentes du produit qui viennent peut-être dans ton schéma de pensée, de réflexion, voilà. Alors j'écoute énormément de podcasts sur du produit. Lenny, je pense qu'il est incontournable, mais aussi un peu plus loin que ça. J'aime bien Lex Fridman et donc beaucoup de podcasts, quelques livres également. Beaucoup de LinkedIn aussi pour se tenir un peu informé des tendances, etc. Ok, excellent. Excellent. Du coup, pour la fin, Benoît, encore une fois, merci beaucoup. J'espère que ça t'a été aussi utile et bénéfique. Je dis parfois, en fait, en parlant, en expliquant ce qu'on fait, on prend du recul, le step back fait un peu de bien. Mais en tout cas, merci d'avoir participé. C'était très riche, je trouve. Il y a plein de beaux enseignements liés à tout ça. Et de toute façon, on va suivre l'actualité Pluxee de près. C'est super intéressant ce gros lancement. Donc encore une fois, merci d'être venu et d'avoir partagé tout ça. Très chouette, et peut-être que on se refera un épisode, qui sait, dans 1 an, 2 ans, tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé là-dessus. Avec plaisir. Encore merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui sont restés jusqu'au bout pour cet épisode. Du coup, on remercie Benoît Anger et les équipes de Pluxee d'avoir participé à cet échange. Je suis du coup Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory, qui est une agence conseil spécialisée dans la discipline du product management et l'application des démarches produits dans les grands comptes. Et on se revoit pour le prochain épisode. Merci beaucoup. D'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet, et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!